Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me voient pour la première fois, je me présente, je suis Kylian de Saint-Picure et j'ai le plaisir d'animer cette session pour vous. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Laurence de chez BeLife pour parler de santé métabolique. Comment est-ce que vous allez, Laurence? Très bien. Et vous, Kylian? Ça va très bien, merci beaucoup. Très impatient de présenter ce webinaire. Alors, je précise d'avance, c'est une session un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un webinaire qui est préenregistré par BeLife, qui est aussi présenté par Laurence. Alors, je précise que ça change rien en webinaire qu'on organise traditionnellement. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste avoir Laurence qui est ici avec moi pendant quelques minutes et qui sera disponible à la fin de la session pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, ça c'est simplement pour la petite note et vous expliquer comment ça va se passer. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vois qu'on est déjà quelques dizaines, c'est très chouette. Et aussi, pour les personnes qui nous découvrent, je voulais prendre une minute pour vous présenter Saint-Picure, qui organise ce webinaire avec BeLife. Alors, certains d'entre vous connaissent Saint-Picure comme une plateforme qui organise des webinaires et du contenu avec nos partenaires. Mais Saint-Picure, évidemment, on est un peu plus que ça. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Saint-Picure, c'est un outil qui est pensé pour les praticiens qui veulent gérer leurs recommandations de compléments alimentaires simplement et efficacement. Aujourd'hui, on est leader en France et au Benelux avec plus de 10 000 praticiens qui utilisent notre plateforme. Et la raison pour laquelle nous avons créé Saint-Picure, c'est pour une raison très simple. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de praticiens, voilà, des médecins, des naturopathes, diététiciens et autres, qui font encore leurs recommandations à la main, par mail, sur papier ou via des liens produits, ce qui fait perdre beaucoup de temps, qui complique l'achat également pour le patient et rend le suivi de la cure assez difficile. L'avantage de Saint-Picure, donc cette fameuse plateforme et outil qu'on a pensé pour vous aider à faire des recommandations alimentaires, de compléments alimentaires, pardon, c'est voilà, de vous aider à ce que tout ça devienne plus fluide. Vous pouvez dans un premier temps choisir des compléments préférés parmi plus de 3500 références, et même je devrais adapter ce slide puisque on a plus de 4000 aujourd'hui et 170 laboratoires, dont BeLife qui est avec nous aujourd'hui. Vous pouvez ensuite créer une recommandation personnalisée pour votre patient en quelques clics. Et ensuite, celui-ci reçoit un lien, peut commander directement en ligne et il reçoit tous ces produits chez lui, livrés en quelques jours. Le but de Saint-Picure, c'est très simple. Vous faire gagner du temps, améliorer le suivi et l'observance patient, et ensuite offrir une meilleure expérience à vos patients. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 praticiens en France et en Belgique qui utilisent déjà Saint-Picure, comme je vous l'expliquais, pour leurs recommandations. Et parmi ces personnes, on a le docteur Anne Lucas, Véronique Liès et également Emma Jaffer, que vous connaissez peut-être, et qui sont très satisfaits de notre outil. Alors, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous invite simplement, si vous avez envie de voir comment la plateforme peut s'intégrer à votre pratique, et si ce n'est pas déjà le cas, à prendre rendez-vous avec un de nos experts via le lien que je vais vous envoyer tout de suite. Voilà, ici. Hop, sur saintpicure.com et notre équipe vous recontactera dans les 24 heures pour vous accompagner sur votre première recommandation patient. Voilà pour la présentation de Saint-Picure. On va maintenant passer au webinaire avec Laurence. Et avant de vous envoyer le webinaire préenregistré, je voulais simplement aussi vous rappeler de poser vos questions dans le chat qui se trouve à droite. Vous pouvez également nous dire bonjour. Et si voilà, vous avez la moindre question, Laurence y répondra à la fin du webinaire. Donc, on fera bien attention de répondre à tout ça. Voilà. Donc maintenant, je vais simplement prendre 2 minutes, pardon, pour vous partager la vidéo. Alors, donnez-moi juste un petit instant. Voilà, et je vais la lancer. Alors, si jamais il y a un problème technique ou quelque chose qui ne se lance pas, vous pouvez simplement me contacter dans le chat. Je regarderai vos questions. Et je vais maintenant, à présent, lancer la vidéo et vous laisser. À tout à l'heure. Consacré à une nouvelle thématique santé. Je vais la reprendre depuis le début, parce que sinon, on ne va pas tout avoir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire consacré à une nouvelle thématique santé, à la fois sous un angle scientifique, mais aussi sous un angle plus pratique, puisque nous allons aborder quelques pistes d'accompagnement très concrètes pour vous et pour votre patientèle. Pour nous éclairer sur le sujet du jour, nous allons retrouver dans quelques instants Laurence Lins pour un exposé d'environ 45 minutes suivi d'une session de questions-réponses. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre et nous nous en réjouissons évidemment. Je me permets donc d'introduire une nouvelle fois la directrice scientifique de BeLife. Laurence Lins est docteure en sciences biochimiques. Elle a consacré une vingtaine d'années de sa carrière dans la recherche au sein du FNRS. Également diplômée du CERDEN, elle a une expérience de terrain pratique puisqu'elle a exercé en tant que nutrithérapeute indépendante.
Très rapidement, avant de retrouver Laurence, quelques petites informations techniques et pratiques. Pour votre confort d'écoute, sachez que vos micros sont automatiquement désactivés et vous disposez au sein de cette plateforme de différents espaces pour interagir entre participants ou avec notre équipe. Et j'attire particulièrement votre attention sur l'onglet questions. N'hésitez pas à déposer toutes vos questions durant l'exposé de Laurence. Nous les collectons durant la présentation et nous y reviendrons durant la session de questions-réponses. Il est à présent temps de démarrer et de retrouver Laurence. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve avec grand plaisir pour la session de questions-réponses. À tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de santé métabolique et plus particulièrement de glycémie et de syndrome métabolique. Alors je vous parle de syndrome métabolique, mais qu'est-ce que c'est en fait? Le syndrome métabolique, c'est un ensemble de conditions qui vont augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et d'AVC aussi par exemple. Donc, comment fait-on le diagnostic? Le diagnostic de ce syndrome est fait lorsqu'on a en fait 3 des 5 conditions suivantes. Donc, une des conditions, c'est d'avoir une obésité abdominale, donc c'est-à-dire un tour de taille qui dépasse 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les femmes. Une hypertriglycéridémie qui est supérieure à 150 mg par décilitre. Un faible taux de cholestérol HDL, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bon cholestérol, c'est-à-dire un taux inférieur à 40 mg par décilitre chez les hommes ou 50 mg par décilitre chez les femmes. Une hypertension qui est supérieure à 13,8 ou une hyperglycémie à jeun qui est supérieure à 100 mg par décilitre. Et donc, si on présente 3 de ces critères, eh bien, on peut être diagnostiqué comme ayant un syndrome métabolique. On sait qu'il y a environ entre 20 et 25% des adultes dans le monde qui sont touchés par ce syndrome métabolique. Et dans les pays occidentaux, c'est encore plus important. On sait qu'il y a environ 30% des adultes qui vont être atteints par ce syndrome. Et aux États-Unis, on est au-delà de 35%. Donc, c'est vraiment un problème de santé très important et qui ne va faire qu'augmenter dans les années qui viennent. Quels sont les facteurs qui vont favoriser l'apparition de ce syndrome métabolique? On a tout d'abord des facteurs génétiques, par exemple des prédispositions familiales à l'obésité, au diabète de type 2 ou aux maladies cardiovasculaires. Mais il y a surtout notre mode de vie et notre environnement qui vont être des facteurs de risque pour développer ces maladies. Tout d'abord, une alimentation déséquilibrée. Il est bien clair que si on consomme trop de sucre rapide et trop de graisses saturées, on a une chance beaucoup plus importante de développer le syndrome métabolique. La sédentarité joue également un rôle, comme le stress chronique. Et on aura aussi des effets d'un sommeil insuffisant et la pollution qui nous entoure ne fait que favoriser l'émergence de ce syndrome métabolique. Donc, c'est vraiment, vraiment un problème de santé sur lequel on peut agir puisque notre environnement a un rôle. On parle dans le syndrome métabolique de problèmes de glycémie. Donc, si on a une glycémie trop élevée, on peut faire partie des personnes à risque. Alors, pourquoi est-ce que la glycémie est importante et qu'est-ce que la glycémie? La glycémie, c'est en fait le taux de glucose que l'on va avoir dans notre sang. Et le glucose, c'est quoi? C'est un sucre simple qui est très important pour nous puisqu'il va nous servir comme source d'énergie. La glycémie est principalement régulée par 2 hormones qui sont l'insuline et le glucagon. On va en reparler plus tard. Et la valeur normale de la glycémie est comprise entre 70 et 100 mg par décilitre. Le glucose, en fait, permet effectivement de produire de l'énergie au niveau cellulaire. Alors, comment ça fonctionne? Donc, le glucose va rentrer dans les cellules et il va ensuite être transformé par différents processus chimiques, dont la glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. En fait, la glycolyse va transformer le glucose en une molécule qui s'appelle le pyruvate, qui va pouvoir être utilisée dans le cycle de Krebs, mais pour ça, il faut qu'elle soit d'abord transformée en acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA va, lui, pouvoir rentrer dans les mitochondries, qui sont des petites organelles qui sont responsables de la production d'énergie dans nos cellules. Et ces mitochondries vont oxyder, en fait, cet acétyl-CoA pour
arriver à une molécule qu'on appelle l'ATP. Et cette molécule, donc c'est l'adénosine triphosphate. Et cette molécule d'ATP sert en fait d'énergie à toutes nos cellules. Et il faut savoir que pour une molécule de glucose, on va produire 36 molécules d'ATP. Comment mesure-t-on la glycémie? Donc, la glycémie peut se mesurer dans une prise de sang à jeun et donc ça va permettre de connaître le taux de glucose que l'on a donc dans notre sang. On peut aussi également mesurer le taux d'insuline et vous verrez par la suite que c'est aussi un critère important. Donc, les taux normaux de glucose doivent être inférieurs à 100 mg par décilitre ou 5,6 millimoles par litre et l'insuline doit être comprise entre 2 et 25 micro-unités par millilitre. Comme je vous l'ai déjà dit, si la glycémie est supérieure à 100 mg par décilitre, ça veut dire que l'on est dans un état qui est prédiabétique, voire diabétique. Mais il y a d'autres mesures qui nous permettent d'être beaucoup plus précis, donc de savoir si effectivement on a un risque de développer du diabète et le syndrome métabolique. Une des mesures, c'est de mesurer l'hémoglobine glyquée. Alors, c'est quoi l'hémoglobine glyquée? C'est en fait, donc l'hémoglobine, c'est une protéine que l'on va retrouver dans nos globules rouges. Et s'il y a du glucose, en fait, qui reste trop longtemps dans notre circulation sanguine, elle va en fait s'accrocher à cette hémoglobine, donc elle va devenir une hémoglobine glyquée. Et donc, l'hémoglobine glyquée est en fait le signe qu'il y a trop de glucose dans notre sang. Et donc, c'est une espèce de mémoire à long terme de notre glycémie. En plus de ça, on a deux index qui peuvent être vraiment intéressants pour savoir exactement si notre glycémie donc, est à risque ou non. Ce sont ce qu'on appelle les index HOMA-IR et QUICKI. Donc ces deux index, en fait, vont mesurer le début d'une résistance à l'insuline et on verra plus tard en fait quelle est l'importance de ce paramètre-là. Donc l'HOMA-IR va permettre d'indiquer si nous commençons à être résistants à l'insuline. Donc vous voyez sur le slide, sur la présentation, comment on calcule cet index HOMA-IR à partir du taux de glucose et du taux d'insuline. Et son homologue, c'est l'index QUICKI, qui va en fait, lui, au contraire, nous donner, nous indiquer quel est notre niveau de sensibilité à l'insuline. Et donc, si on est en dehors des normes, eh bien, ça veut dire que l'on est vraiment au bord du diabète et donc le syndrome métabolique va nous guetter. Donc, c'est vraiment important de demander aussi le dosage de ces index. Regardons un peu plus en détail maintenant comment le glucose est métabolisé dans notre corps. Il y a en fait deux hormones et deux organes cruciaux pour la gestion du glucose par notre corps. Les hormones, c'est l'insuline et le glucagon, je vous en ai déjà parlé. En fait, l'insuline va permettre de diminuer le taux de glucose sanguin et de faire rentrer en fait le glucose dans nos cellules. Et le glucagon, au contraire, va augmenter le taux sanguin de glucose pour nous redonner de l'énergie. Les deux organes qui sont impliqués aussi dans le métabolisme du glucose, ce sont le foie et le pancréas. Donc le pancréas, lui, va permettre de produire l'insuline et l'insuline est produite dans des cellules qu'on appelle des cellules bêta-pancréatiques et le glucagon qui, lui, est produit dans les cellules alpha et tout ça au niveau de ce qu'on appelle des îlots de Langerhans dans le pancréas. Le foie, lui, est un organe qui va permettre de stocker le glucose sous forme de glycogène. Donc, c'est un des seuls organes avec les muscles et les tissus adipeux qui permettent de stocker du glucose. Et il peut aussi induire la production de glucose si le taux sanguin devient trop faible. Et là, c'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Et donc, le métabolisme du sucre doit être en équilibre, en homéostasie, c'est-à-dire que lorsqu'on ingère du glucose, il faut qu'il rentre dans les cellules. Et si jamais on n'a plus assez, nos cellules n'ont plus assez de glucose, il faut pouvoir aller le mobiliser grâce au glucagon. Je vous ai parlé tout à l'heure avec les index HOMA et QUICKI de la sensibilité et de la résistance à l'insuline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que l'insuline, c'est donc l'hormone qui va permettre au glucose de rentrer dans les cellules. Comment cela se produit-il? L'insuline elle va être reconnue par des récepteurs à l'insuline et il va y avoir une modification à l'intérieur des cellules qui va faire en sorte
qu'une protéine qu'on appelle GLUT4 va être intégrée à la surface des cellules et ça va permettre au glucose de rentrer dans la cellule et d'être utilisé comme source d'énergie. Si l'on devient résistant à l'insuline, cela veut dire qu'en fait, les récepteurs de l'insuline ne fonctionnent plus bien. Donc, on n'a plus cette mobilisation de la protéine GLUT4 pour faire rentrer le glucose à l'intérieur des cellules. Et ce sont donc d'autres protéines à la surface, mais qui sont beaucoup moins efficaces, qui vont permettre au glucose de rentrer. Donc, ça veut dire que si on est résistant à l'insuline, le glucose va rester beaucoup plus longtemps dans notre circulation sanguine et va avoir des effets délétères. Lorsqu'on a un métabolisme du glucose qui est perturbé, eh bien, on peut développer des maladies comme le diabète. Alors, on sait qu'il y a deux types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Quelle est la différence entre ces deux maladies? Donc, le diabète, c'est de toute façon un problème d'hyperglycémie. On a trop de glucose qui reste dans notre sang. Le diabète de type 1 est causé par le fait qu'on a une réaction auto-immune contre les cellules pancréatiques qui vont produire l'insuline. Donc, on a moins d'insuline qui est produite et donc on va se retrouver en fait comme dans un cas de résistance à l'insuline. Dans le cas du diabète de type 2, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'on va avoir une insulinorésistance, mais qui sera liée au fait que on a consommé trop de sucre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est principalement lié à notre mode de vie, comme on le verra un peu plus loin. Les deux maladies sont donc liées à une hyperglycémie chronique qui entraîne évidemment le diabète. Et donc, on a des facteurs qui sont liés à notre mode de vie, à notre environnement, qui peuvent aggraver ces deux maladies. On a vu que le glucagon et l'insuline étaient deux hormones qui étaient cruciales pour le métabolisme du glucose. Donc, c'est vraiment elles qui vont permettre au glucose de rentrer dans les cellules ou d'être mobilisé. Mais il y a d'autres acteurs importants ou d'autres acteurs moléculaires importants pour la gestion du glucose et donc de la glycémie. On a une hormone qui s'appelle la GLP-1 ou GLP-1, qui est le glucagon-like peptide, qui est en fait une hormone qui va être sécrétée non pas par le pancréas, mais par les cellules intestinales. Et donc, c'est une hormone incrétine, comme on l'appelle, et qui va être produite en réponse à un repas, donc c'est-à-dire un repas qui va contenir des glucides et des graisses. Ce GLP-1 va en fait stimuler la sécrétion d'insuline, va inhiber la sécrétion de glucagon, va aussi avoir un effet sur notre vidange gastrique, c'est-à-dire qu'elle va la ralentir et donc ça va permettre de diminuer la glycémie et ça va aussi avoir un effet sur notre appétit, ça va réduire l'appétit. Et donc lorsque le GLP-1 se lie à son récepteur, qu'on va par exemple retrouver sur les cellules alpha et bêta du pancréas, eh bien, ça va avoir un effet donc sur la production d'insuline et de glucagon. On a également des récepteurs à ce peptide sur les intestins et dans notre cerveau. Il faut noter que le fameux médicament Ozempic dont on a beaucoup parlé est une molécule en fait qui ressemble à ce peptide GLP-1 et donc il va pouvoir se lier au récepteur de cette molécule. Donc c'est ce qu'on appelle un agoniste des récepteurs à la GLP-1. Donc c'est vraiment important, c'est un acteur important dans la gestion de la glycémie. On a également la leptine, qui est une hormone clé dans la régulation de l'appétit, du métabolisme énergétique et de la gestion de la glycémie. Cette hormone va en fait réguler la production de glucagon et d'insuline également, donc comme le GLP-1. Ça va améliorer la sensibilité à l'insuline, donc ça va permettre d'avoir une glycémie qui est plus équilibrée. Elle va également stimuler l'absorption du glucose par les muscles et inhiber la production de glucose hépatique. On a aussi une régulation au niveau de l'appétit via l'hypothalamus et ça va également stimuler l'oxydation des graisses qui est également très importante comme on le verra par la suite. Le microbiote, comme toujours, est un acteur très important de notre santé et aussi au niveau de notre glycémie. Alors, comment agit notre microbiote pour réguler la glycémie? Le microbiote va moduler la synthèse des incrétines comme le GLP-1 et donc ça va augmenter la sensibilité à l'insuline. Il va également avoir un rôle dans la production des acides gras à chaîne courte qui sont donc des acteurs très importants également pour améliorer la sensibilité à l'insuline et diminuer l'inflammation.
Entre parenthèses, on n'a pas encore parlé de l'inflammation, mais vous allez voir que c'est un élément clé dans le développement du syndrome métabolique. Le microbiote va également avoir un rôle au niveau du métabolisme des acides biliaires et donc il va moduler la transformation de ces acides biliaires et donc ça peut également améliorer la sensibilité à l'insuline. Et donc, le dernier rôle, mais qui n'est pas le moindre, il permet de réguler l'inflammation, notamment en modulant la production de lipopolysaccharide, donc de LPS. Ce LPS est connu pour induire de l'inflammation et pour augmenter la perméabilité intestinale. Et donc, lorsqu'il y a trop de LPS, ça va augmenter la résistance à l'insuline. Donc, à nouveau, le microbiote est un acteur vraiment important du contrôle de la glycémie. Et toujours dans le domaine du microbiote, on peut équilibrer notre microbiote en consommant des prébiotiques et des probiotiques. Et donc, les deux ont des effets vraiment importants pour notre glycémie. Et donc, tout ça est bien décrit dans des articles très récents, comme ceux que je cite là en 2019. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, quand on prend des probiotiques ou des prébiotiques, c'est que l'on va augmenter la diversité bactérienne. On va, par exemple, favoriser la population d'Akkermansia mucinifila, qui est une population de bactéries, un type de bactéries qui va permettre de gérer notamment l'obésité, donc qui va permettre de gérer le métabolisme des lipides et des glucides. On va également, en jouant sur les prébiotiques et les probiotiques, augmenter la production des acides gras à chaîne courte et aussi augmenter la production d'incrétines comme le GLP-1. Donc, on voit que notre mode de vie, là, est vraiment très important puisqu'on influe sur notre microbiote qui lui-même influe sur notre glycémie. Un autre acteur important dans la gestion du glucose, c'est le stress. Alors le stress, pourquoi? Parce qu'en fait, le stress va induire la production de cortisol au niveau des surrénales et le cortisol est une hormone qui va également influer sur le métabolisme du glucose. Alors comment est-ce qu'il influe? D'une part, il va stimuler la production de glucose par le foie, donc c'est-à-dire qu'il va augmenter la quantité de glucose dans le sang. Il va diminuer la sensibilité à l'insuline et donc il va induire une résistance à l'insuline à la longue. Il va stimuler la production et la sécrétion de glucagon et il va déréguler la sécrétion d'incrétine. Et donc, on voit que tout ça, effectivement, va en fait jouer de manière négative sur le métabolisme du glucose. Il faut signaler aussi que le cortisol va augmenter l'appétit, donc ce qui ne va pas favoriser le métabolisme du glucose, en tout cas l'équilibre du métabolisme du glucose. Donc, l'homéostasie du glucose est complètement dérégulée par le cortisol. Il faut savoir qu'il y a un lien intime entre la glycémie et le tissu adipeux, donc le tissu graisseux. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau du tissu adipeux? Eh bien, l'insuline va augmenter la lipogénèse, c'est-à-dire que elle va augmenter le stockage des triglycérides dans le tissu adipeux. Et donc, le tissu adipeux représente le principal site de stockage de l'énergie excédentaire sous forme de triglycérides, comme je viens de vous le dire, parce que cette réserve va nous permettre, par exemple, de résister à une période de jeûne ou si on pratique un exercice physique intense. Le tissu adipeux est également un tissu qui va produire des hormones. Donc, c'est en fait un tissu endocrine. Donc, ce n'est pas simplement une réserve de gras, si on veut, c'est vraiment un tissu qui va avoir un rôle important au niveau du système endocrinien. Quelles sont les hormones que ce tissu va produire? Ce sont d'une part l'adiponectine, et donc l'adiponectine peut améliorer la sensibilité à l'insuline et la production de cytokines anti-inflammatoires. Donc, si on est sur un tissu endocrine, on a souvent des cytokines qui sont produites sur le lieu de dans ces organes. On a également la leptine qui, elle, régule l'appétit, on l'a déjà vu. Et on va pouvoir, en fait, on a un équilibre entre la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Et donc, tout ça, normalement, est un système qui fonctionne bien et qui permet aux triglycérides d'être mobilisés au moment où il le faut. Mais
si ça ne fonctionne pas bien, donc si la glycémie augmente de façon chronique, donc si on est en hyperglycémie de façon chronique, eh bien, le tissu adipeux devient peu à peu résistant à l'insuline. Et donc, ça va induire, en fait, une modification de l'environnement immunitaire du tissu adipeux. Alors, quelle est la conséquence de cette modification, finalement, de l'environnement immunitaire? Eh bien, ça va favoriser la production de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6 ou le TNF-alpha. Ça va attirer des macrophages particuliers qui sont des macrophages dits M1 qui favorisent l'inflammation, qui eux-mêmes vont augmenter la résistance à l'insuline. Et donc, on est dans un cercle vicieux puisque l'hyperglycémie induit la résistance à l'insuline et la résistance à l'insuline induit elle-même une situation inflammatoire. Et donc, il y a en plus de ça une production d'acides gras libres qui sont pro-inflammatoires. Et donc, on va arriver à un stade qu'on appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire une espèce d'inflammation chronique sous-jacente qui est effectivement en lien avec la résistance à l'insuline et donc une hyperglycémie chronique. L'inflammation de bas grade, c'est en fait un marqueur du diabète et du syndrome métabolique. Donc, comme je viens de vous le dire, le tissu adipeux s'enflamme, lui-même provoque un état inflammatoire, donc on est dans ce cercle vicieux, et donc on a de plus en plus de cytokines pro-inflammatoires qui vont en fait se retrouver dans notre corps. Et donc, cette inflammation, elle va aussi avoir un effet sur le foie et le pancréas. Par exemple, dans le foie, l'inflammation va entraîner une production excessive de glucose par gluconéogénèse. Donc, on va augmenter l'hyperglycémie. Au niveau du pancréas, l'inflammation va altérer les cellules bêta et donc ça va diminuer leur capacité à produire suffisamment d'insuline. Et donc, s'il n'y a plus assez d'insuline, on va également augmenter l'hyperglycémie. Je vous ai dit tout à l'heure que le tissu adipeux, lorsqu'il était enflammé, produisait des acides gras libres. Eh bien, ces acides gras libres ont eux-mêmes une activité inflammatoire, donc vont activer les voies inflammatoires et donc vont encore promouvoir plus loin la résistance à l'insuline. On a également un rôle au niveau du microbiote. Lorsqu'on est dans un état inflammatoire, eh bien, il va y avoir un déséquilibre du microbiote. On va produire plus de LPS et ce LPS, à son tour, va en fait promouvoir l'inflammation. Et donc, on voit que on est réellement dans un cercle vicieux et on ne fait qu'entretenir cet état inflammatoire, donc cet état inflammatoire dit de bas grade. Alors, quel est le lien entre cet état inflammatoire, donc cette hyperglycémie qui induit un état inflammatoire, et les maladies cardiovasculaires, puisque je vous ai dit au départ que le syndrome métabolique était caractérisé aussi par un risque accru au niveau des maladies cardiovasculaires. Eh bien, il faut savoir que l'hyperglycémie et l'hyperinsulinémie et l'inflammation qui est résultante est le point central de ces pathologies. En effet, le facteur majeur des maladies cardiovasculaires, c'est la perturbation du métabolisme lipidique. Et ça passe par quoi? Ça passe en fait par le foie. Le foie, en médecine chinoise, on dit que c'est le maître de la circulation sanguine. En effet, c'est lui qui est responsable de tout le métabolisme lipidique et ce métabolisme lipidique est directement en lien avec notre santé cardiovasculaire. Et donc, lorsque l'on a un état inflammatoire, eh bien, en fait, on va avoir, comme je vous l'ai dit, plus d'acides gras libres et ces acides gras libres, lorsqu'ils vont se retrouver au niveau du foie, vont être stockés sous forme de triglycérides et ces triglycérides vont en fait induire un état inflammatoire du foie. Et quand cet état inflammatoire augmente, eh bien tout le métabolisme lipidique va être perturbé. Donc on va avoir une augmentation des particules qu'on appelle les VLDL qui sont remplies en fait de triglycérides. On va avoir moins d'HDL cholestérol et plus de LDL cholestérol et surtout on va avoir du LDL cholestérol qui est oxydé. Or, on sait que les plaques d'athérome sont en fait créées par l'état inflammatoire et par la présence de LDL
oxyder. Et donc, en fait, ces plaques d'athérome donc vont, si on est dans cet état inflammatoire et dans cette perturbation du foie, donc ces perturbations inflammatoires du foie vont en fait créer des plaques d'athérome qui peuvent évidemment mener à tous les problèmes d'athérosclérose, aux problèmes d'AVC. Donc, on voit que il y a un lien intime entre l'hyperglycémie, l'état inflammatoire et les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes. Et si on n'est pas malade, me direz-vous? Eh bien, si on n'est pas malade, il faut faire attention à la gestion de sa glycémie. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'en fait, on arrive très fréquemment dans ce qu'on appelle une glycémie yo-yo. Une glycémie yo-yo, c'est quoi? C'est qu'en fait, lorsqu'on a des repas qui sont mal équilibrés, par exemple, trop riches en sucre rapide, eh bien, on va avoir une montée d'insuline qui est très rapide, qui va ensuite être suivie par ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle ou transitoire, qui va en fait nous redonner 1 heure ou 2 après la sensation de nouveau avoir faim. Donc, on est sur des problèmes de fringales. On va manger le midi, par exemple, et donc là, on va de nouveau être en hyperglycémie. Puis va suivre une hypoglycémie 1 ou 2 heures après. Donc là, on va en général avoir le coup de pompe. C'est le fameux coup de pompe qu'on a principalement après avoir mangé un bon sandwich au pain blanc et qui contient de la mauvaise charcuterie. Et donc, on est en hypoglycémie, on a ce coup de pompe. Et puis, du coup, on va de nouveau être tenté de manger quelque chose vers 15-16 heures. Donc, on est de nouveau en état de fringale. Et en fait, si on regarde la production d'insuline sur une journée, on voit qu'en fait, il n'y a plus de moment où le corps ne produit pas d'insuline. Donc, on est vraiment toujours dans ce qu'on appelle cette glycémie yo-yo, c'est-à-dire où on produit de l'insuline quasi tout au long de la journée, alors qu'on devrait avoir des moments où l'insuline est au repos, donc où notre pancréas ne produit pas d'insuline. Et donc, le problème qu'il y a à ce niveau-là, c'est que si on est dans ce schéma-là tous les jours de façon chronique, eh bien, on va voir apparaître une résistance à l'insuline. Et donc, cette résistance à l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va nous emmener vers le syndrome métabolique. Donc, en fait, il faut le plus possible réguler sa glycémie, faire attention à ses glycémies, même si on n'est pas malade ou si on n'est pas encore malade. Puisqu'on parle nutrition, eh bien, il y a une notion qui est vraiment importante à comprendre, c'est la notion, donc au niveau du rôle des glucides, bien entendu, c'est la notion d'index glycémique et de charge glycémique. L'index glycémique, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement la vitesse à laquelle un aliment, un glucide, va faire monter le taux de glucides et d'insuline dans le sang. Donc, au plus cet index est élevé, au plus on est sur une hyperglycémie et puis une hypoglycémie qui va suivre. Donc, les aliments qui ont un index glycémique élevé, donc qui sont aux alentours de 100, eh bien, ce sont des aliments qu'il faut éviter. Alors, quelle est la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? Eh bien, c'est simplement que l'on rapporte l'index glycémique à la portion que l'on va manger. Par exemple, si on prend l'index glycémique des carottes qui sont cuites, eh bien, on va être sur un index glycémique qui est de l'ordre de 56, de 50. Mais si l'on regarde la portion que l'on mange, eh bien, donc la charge glycémique ne sera que de 5. Par contre, si on prend une barre chocolatière, par exemple, eh bien, on va avoir un index glycémique de 50 aussi, mais par contre, la charge glycémique, elle, va être aux alentours de 20 ou de 30. Donc, on voit que effectivement, la charge glycémique est aussi une notion importante à connaître et à comprendre. Et donc, il est bien clair que dans notre alimentation, il faut favoriser les aliments à charge glycémique, donc à index glycémique bas. Donc ça, c'est vraiment important pour rester en bonne santé et contrôler notre glycémie. Les fibres ont également un rôle très important pour contrôler notre glycémie. Donc, on a 2 types de fibres, des fibres insolubles et des fibres solubles. Et donc, les fibres solubles, elles, vont vraiment permettre d'équilibrer notre glycémie. Ça va permettre également d'équilibrer notre métabolisme lipidique. Et dans un article paru dans Nature, donc qui est une des revues scientifiques les plus prestigieuses, eh bien, on a montré en plus de ça que les fibres alimentaires permettaient d'améliorer le contrôle de la glycémie grâce au fait qu'elles favorisent certaines cellules immunitaires comme les cellules dendritiques. Donc, ces fibres solubles ont un rôle qui est vraiment important pour contrôler notre glycémie.
Les lipides, donc le métabolisme des lipides est également très important pour avoir une glycémie qui est équilibrée. Et donc, lorsque l'on ingère des lipides, ces lipides peuvent avoir différents rôles au niveau de notre glycémie. Si on a un régime qui est riche en graisses saturées ou en graisses trans, qui sont en fait toutes les graisses industrielles, eh bien, on va favoriser l'inflammation de bas grade, donc on va favoriser l'apparition d'une hyperglycémie et l'apparition du syndrome métabolique. Alors pourquoi? Parce que ces graisses vont en fait favoriser la production d'acides gras libres, et donc on a vu que ces acides gras libres favorisent l'inflammation du foie, favorisent l'inflammation du tissu adipeux, et donc on est parti effectivement dans ce cercle vicieux qui va faire qu'on ne fait qu'entretenir l'inflammation. Au contraire, les oméga-3, eux, vont pouvoir améliorer le métabolisme lipidique et donc vont pouvoir également favoriser la diminution de l'inflammation et donc avoir une glycémie qui est beaucoup plus régulée. Donc c'est vraiment important. Donc les lipides que l'on ingère ont également un rôle dans l'apparition du syndrome métabolique. Au début de cet exposé, je vous disais que la sédentarité était un facteur de risque pour le syndrome métabolique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'exercice physique permet de favoriser la sensibilité des cellules à l'insuline. Et donc, c'est bien décrit dans la littérature. L'activité physique va en fait réduire la masse graisseuse, augmenter, donc, comme je le disais, la sensibilité à l'insuline et envoyer plus de glucose vers les muscles que vers le foie, où je vous rappelle, le glucose, quand il est envoyé vers le foie, souvent il est stocké et donc ça peut participer à l'inflammation hépatique. Donc faire de l'exercice physique régulier permet d'augmenter la sensibilité à l'insuline et donc d'avoir une glycémie normale. Il y a également des vitamines et des minéraux qui sont importants pour le contrôle de la glycémie et donc tout ça est bien décrit dans la littérature. Nous avons par exemple le chrome qui va augmenter la sensibilité à l'insuline via une enzyme particulière et importante qui s'appelle l'AMPK, qui est en fait la protéine kinase activée par l'AMP. Alors cette enzyme est vraiment cruciale pour optimiser l'énergie cellulaire, donc pour optimiser notre métabolisme énergétique. Il a également un rôle crucial pour notre métabolisme en général et donc pour les fonctions cellulaires. Et donc, comment est-ce que le chrome va agir? Eh bien, le chrome va agir de manière à stimuler la MPK, et quand elle stimule la MPK, eh bien, en fait, on va augmenter la sensibilité à l'insuline parce que on favorise en fait le transport du glucose dans les cellules via la protéine GLUT4 dont je vous ai parlé au début de l'exposé. Donc l'AMPK, ce qu'il faut retenir, c'est que l'AMPK est vraiment une enzyme cruciale pour notre métabolisme énergétique. Le zinc a également un rôle important pour réguler notre glycémie parce que le zinc va en fait réguler la production d'insuline au niveau des cellules bêta pancréatiques. Donc, je vous rappelle, les cellules bêta, ce sont elles qui vont produire l'insuline et donc le zinc va favoriser la production d'insuline. Je vous parlais il y a un instant de métabolisme énergétique. Il y a des vitamines, un groupe de vitamines qui sont évidemment très importantes dans ce métabolisme énergétique. Ce sont quasi l'ensemble des vitamines B. Et on sait notamment que les vitamines B1, B2, B3 jouent un rôle notamment dans le cycle de Krebs, donc dans l'utilisation du glucose pour pouvoir produire ces fameuses molécules d'ATP. La vitamine B2 est particulièrement crucial pour ce cycle de Krebs. Et on sait aussi que les vitamines B6, B9 et B12 vont participer au cycle de méthylation ou au cycle de l'homocystéine. Et en fait, dans ce cycle, on produit du glutathion. Et le glutathion, c'est un antioxydant puissant qui va en fait lutter contre le stress oxydatif qui est créé par cette inflammation chronique dont je vous ai parlé. Donc les vitamines B, elles sont vraiment cruciales. Depuis peu, dans la littérature scientifique, il apparaît que les vitamines D et K ont également un rôle important dans la régulation de la glycémie et du métabolisme des lipides. Et donc, ces deux vitamines, on sait qu'elles ont également d'autres rôles métaboliques importants. Donc,
Surtout, il faut faire attention à avoir un taux de vitamine D suffisamment important puisque c'est effectivement un facteur de risque pour de nombreuses maladies, dont le syndrome métabolique. La phytothérapie peut également nous aider à contrôler notre glycémie. Il y a plusieurs plantes qui sont en fait reconnues pour leur effet sur la production d'insuline notamment. On a d'une part une plante ayurvédique qui s'appelle le Gymnema sylvestre, donc qui est reconnue depuis presque des millénaires dans la médecine ayurvédique pour ses effets sur la glycémie. On parle depuis peu, mais vraiment énormément, de la berbérine. Donc la berbérine, c'est en fait une molécule qui est issue du genre Berberis, donc par exemple l'épine vinette ou Berberis aristata, qui est sa cousine, si on veut, himalayenne. Et donc, dans la littérature, il y a vraiment un nombre grandissant d'articles scientifiques et d'études cliniques qui montrent que la berbérine a des effets tout à fait positifs sur le syndrome métabolique. Les polyphénols jouent également un rôle important dans la régulation de la glycémie. Alors, la cannelle est vraiment connue pour cela, mais elle est décrite de plus en plus dans la littérature et notamment dans des études cliniques où on voit que les polyphénols de la cannelle peuvent également réguler la glycémie, mais on a également cet effet au niveau des polyphénols, par exemple, de raisin. Voyons maintenant un peu plus en détail par quel mécanisme finalement ces différentes plantes ou ces différentes molécules peuvent avoir un impact positif sur notre glycémie. Pour la berbérine, la berbérine, elle agit à nouveau sur l'enzyme AMPK dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et donc, en agissant sur l'enzyme AMPK, elle va augmenter la sensibilité à l'insuline. On sait que la berbérine a également des effets anti-inflammatoires et antioxydants. La berbérine a également des effets prébiotiques qui permettent d'équilibrer donc le microbiote. Et on sait, donc par ce que je vous ai raconté, que si le microbiote est équilibré, ça va diminuer l'inflammation et donc ça va permettre de réguler la glycémie. Donc c'est un effet qui est tout à fait complémentaire à l'effet qu'elle peut avoir sur l'AMPK. Il y a également une littérature abondante sur le Gymnema sylvestre. Donc, cette plante contient des molécules qu'on appelle les acides gymnéniques. Les acides gymnéniques ont différents effets sur notre organisme. D'une part, ils vont diminuer l'absorption du glucose au niveau des intestins. D'autre part, ils vont aussi diminuer la perception sucrée que l'on peut avoir des aliments. Donc, ça va nous faire avoir envie de manger moins de sucre. Et le troisième effet qui est important, c'est que ils vont jouer au niveau des cellules bêta pancréatiques et donc vont augmenter la production d'insuline. Donc c'est vraiment une plante qui est très intéressante parce que elle va pouvoir agir à plusieurs niveaux. La cannelle et surtout les polyphénols de la cannelle sont également reconnus pour leur effet sur la glycémie. Donc, ils vont agir de nouveau sur la MPK, donc exactement comme la berbérine. Donc, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline et l'entrée du glucose dans les cellules. Et de plus, on sait que les polyphénols, de manière générale, ont des effets antioxydants, donc vont pouvoir lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation. Dans les littératures scientifiques récentes, il y a des articles qui mentionnent que les polyphénols de raisin peuvent également être très intéressants parce qu'ils vont d'une part diminuer les risques de complications qui sont liés par exemple à un diabète et ils vont également moduler le microbiote en tant que prébiotique. Donc ça a un rôle un petit peu similaire à la berbérine et donc on a un effet sur le stress oxydant et sur l'inflammation et on a un effet prébiotique, donc on équilibre notre microbiote. Il y a un remède de grand-mère, donc qui est le vinaigre de cidre, qui est actuellement assez bien étudié pour ses effets sur le syndrome métabolique, sur l'obésité et sur le contrôle de la glycémie. Et donc, dans des articles récents, on montre que l'acide acétique qui est présent dans le vinaigre de cidre peut améliorer la sensibilité à l'insuline et peut réduire le taux de triglycérides. Et donc, ces deux effets peuvent amener à un meilleur contrôle de la glycémie, mais également à réguler notre métabolisme lipidique. Et donc, ça a des effets vraiment positifs au niveau de notre santé.
Quelles sont les solutions que BeLife peut apporter pour réguler la glycémie et diminuer les risques du syndrome métabolique? En ce qui concerne la gestion de la glycémie à proprement parler, eh bien, nous avons en fait 3 nouveaux produits que nous pouvons vous proposer. D'une part, nous avons le glucocomplexe qui va permettre effectivement de gérer la glycémie. Ce glucocomplexe contient de la berbérine. Donc la berbérine, je rappelle, joue au niveau de l'AMPK, donc de cette enzyme qui gère notre métabolisme énergétique. Il y a également du chrome et du zinc qui sont tous les deux sous forme hautement assimilable, mais qui donc vont pouvoir réguler la production d'insuline. Et il y a également un extrait de baie d'argousier qui est riche en vitamine E et en vitamine C. Et on sait que la vitamine E et la vitamine C sont des antioxydants puissants. Donc, on diminue le stress oxydatif, on diminue l'inflammation. La recommandation, c'est 2 gélules par jour avant le repas du matin et du midi, par exemple. Et donc, on conseille une prise sur plusieurs semaines pour permettre de réguler la glycémie. Le deuxième produit qui est nouveau dans notre gamme, c'est Sweet Control. Et donc là, c'est un produit qui est plus dédié à diminuer les envies de fringales et les envies sucrées. C'est un produit qui est une synergie de 4 plantes qui peuvent diminuer les envies de sucre. On va avoir bien sûr le Gymnema sylvestre puisqu'il est décrit pour diminuer ces envies sucrées. Il y a également un extrait de cannelle, donc comme je vous l'ai dit, qui permet de réguler les pics de glycémie, donc de favoriser la sensibilité à l'insuline. Il y a également de la caroube, un extrait de baie de caroube, qui en fait va diminuer, enfin qui va amener plus vite à satiété, et donc qui va diminuer cette envie de grignoter. Et enfin, nous avons un extrait de marc de raisin français, qui a des effets prouvés. Alors, ce marc de raisin, en fait, donc il est extrait de raisin de la région de Bordeaux. Cet extrait de marc de raisin va en fait avoir 2 effets. Donc, d'une part, on a les effets qui sont liés au polyphénol et qui vont donc diminuer le stress oxydant, comme pour la cannelle. Mais il y a des études scientifiques qui montrent que la prise de cet extrait tout seul augmente en fait la population d'Akkermansia mucinifila. Donc, cette population de bactéries qui en fait favorise l'utilisation du glucose, diminue l'obésité. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant d'avoir cet extrait dans le produit, dans Sweet Control. Dans notre gamme, il existe déjà un produit à base de chrome, donc qui s'appelle Chrome Complexe et qui lui est une synergie beaucoup plus simple. Donc nous avons du chrome sous forme hautement assimilable qui est associé à la vitamine B2 et la vitamine B3 puisque ces 2 vitamines sont importantes pour le cycle de Krebs, c'est-à-dire pour la production d'énergie par nos cellules. Nous avons également un nouveau produit pour la gestion du poids puisque on a vu que le syndrome métabolique ou le diabète s'accompagnait souvent d'une prise de poids, voire d'obésité. Eh bien, nous avons un produit qui peut accompagner la gestion du poids et donc qui peut, par exemple, être utilisé avec glucocomplexe ou avec Sweet Control. Donc, ce produit s'appelle PhytoSlim. Il est composé de 2 plantes. D'une part, un extrait de figue de Barbarie bio qui est breveté. Ça veut dire que l'on a des données scientifiques qui montrent son efficacité. Nous avons également un extrait de guarana qui est titré en caféine. Et donc, on sait que le guarana et la caféine ont un effet positif pour la gestion du poids. Donc, ça va permettre en fait d'augmenter l'utilisation de l'énergie cellulaire. Et il y a également toutes les vitamines B qui sont nécessaires pour produire ces fameuses molécules d'ATP, donc pour produire l'énergie cellulaire. Il y a également de la carnitine qui va permettre d'optimiser le cycle de Krebs. Donc c'est un produit qui est tout à fait intéressant en combinaison, par exemple, avec Sweet Control. Enfin, nous avons du vinaigre de cidre qui est aussi un nouveau produit. Donc, ce vinaigre de cidre est d'origine européenne et donc on recommande 2 à 3 gélules par jour, de préférence 1 avant chaque repas.
Donc, nous avons vu que dans le syndrome métabolique, bien, il y a un problème de glycémie, donc on est en hyperglycémie, mais il y a souvent également un problème de métabolisme lipidique. Donc, si on se retrouve face à un problème de métabolisme lipidique, on peut prendre glucocomplexe, mais on peut lui adjoindre d'autres produits qui existent déjà dans notre gamme. Si on a des problèmes de cholestérol, eh bien, on peut prendre le Bicol 1400, donc qui est composé d'extrait d'artichaut, d'extrait de levure de riz rouge qui contiennent donc des monacolines K, et on a également de la vitamine B6 et B12 sous forme méthylée, c'est-à-dire hautement bioactive et assimilable. Donc, ce produit est tout à fait adéquat pour accompagner un problème lié au cholestérol. Nous avons également de l'artichaut bio, donc artichaut 2400 bio. Donc c'est un extrait de feuilles d'artichaut. L'origine est française et donc on recommande 2 à 3 gélules par jour au moment des repas. Pour lutter contre le stress oxydant, nous avons bien sûr du curcuma, donc le curcuma Magnum 3200 qui est bio. Ce curcuma est dosé à 48 mg de curcuminoïdes par gélule et nous y avons adjoint, comme toujours, de la pipérine pour augmenter la biodisponibilité du curcuma. Donc le curcuma, je rappelle, va avoir un effet contre le stress oxydatif, donc contre l'inflammation, et aussi un effet prébiotique qui va permettre d'équilibrer le microbiote. De plus, le curcuma peut également avoir un impact positif au niveau hépatique. Et donc, si on parle de problèmes hépatiques, on peut également, donc si on est sur des problèmes de type stéatose, donc inflammation du foie, on peut également utiliser du desmodium. Donc, nous avons un produit qui s'appelle Desmodium 1000, qui est un extrait de desmodium hautement concentré et donc qui peut permettre au foie de se régénérer. Nous avons également vu que la glycémie peut s'accompagner de problèmes au niveau cardiovasculaire. Nous avons des produits que nous pouvons recommander, donc en plus du glucocomplexe, dans notre gamme. D'une part, nous avons les oméga 3 qui sont hautement dosés, donc c'est le produit oméga 3 Magnum 1400. Donc l'huile de poisson de ces oméga 3 est issue de la pêche contrôlée, donc ce sont des petits poissons de type anchois et sardines, et chacune des capsules huileuses contient le dosage, la moitié du dosage qui est recommandé par l'EFSA. Donc on recommande 2 gélules par jour. En cas de maladie cardiovasculaire, une aide qui peut être tout à fait intéressante, c'est le coenzyme Q10, donc qui va permettre d'optimiser la production d'énergie cellulaire et qui est sous forme ici d'ubiquinol, qui est la forme hautement bioactive. Pour accompagner les problèmes de tension trop élevés, nous avons un produit qui s'appelle Garlic 2000 Bio. C'est donc un extrait d'ail désodorisé issu de l'agriculture biologique et il y a minimum 2,5 mg d'allicine, donc qui est le principe actif par gélule. Ici, je vous propose un petit résumé des produits que l'on peut recommander en fonction des profils patients. Donc, si l'on veut simplement contrôler sa glycémie, donc si on n'est pas malade mais qu'on veut contrôler sa glycémie et où on veut gérer son poids, eh bien, on peut recommander Sweet Control que l'on peut associer à Phytoslim et au vinaigre de cidre, donc en fonction de l'effet recherché. En cas de pathologie, eh bien, on va pouvoir recommander différents types de produits. Dans le cadre d'un patient qui veut gérer sa glycémie et qui est prédiabétique ou diabétique, on peut recommander glucocomplexe auquel on peut associer Sweet Control et ou vinaigre de cidre avec des oméga 3. Dans le cadre d'un patient qui veut contrôler sa glycémie et qui a une dyslipidémie en même temps, donc problème cholestérol, problème de triglycérides ou problème hépatique, on peut recommander glucocomplexe associé avec des oméga 3 et du curcuma dans le cadre de triglycérides trop élevés, par exemple. Si le cholestérol, donc le mauvais cholestérol est trop élevé, eh on peut recommander glucocomplexe associé à Bicol. Et dans le cadre d'un problème hépatique, donc une stéatose par exemple, on peut recommander oméga 3 qui sera associé à l'artichaut, au curcuma et éventuellement au desmodium.
Dans le cadre de patients qui veulent gérer leur glycémie et qui ont des problèmes au niveau cardiovasculaire, eh bien, on peut recommander glucocomplexe que l'on peut associer aux oméga 3, au coenzyme Q10. Et s'il y a des problèmes de tension trop élevés, on peut également y associer le produit Garlic. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans quelques instants pour répondre à toutes vos questions. Super, super. Ben, merci Laurence, même si c'était pas toi qui étais en direct. Non, mais je suis là maintenant. Très intéressante. Il n'y a pas de souci. On a eu pas mal de questions dans le chat que je vais te lire. Okay. Avant ça, je voulais juste préciser, donc il y a pas mal de produits BeLife qui ont été présentés à la fin du webinaire. Donc la plupart d'entre eux se trouvent sur Saint-Picure. Je vous ai mis les liens pour l'audience dans le chat, donc les liens vers différents produits, Laurence, que tu as présentés. Et pour les gens qui ne connaissent pas Saint-Picure ou qui découvrent Saint-Picure au travers de ce webinaire, voilà, j'ai présenté Saint-Picure rapidement au début, mais je vous invite à retrouver tous les produits, enfin, pas tous, mais une grosse partie des produits du labo BeLife dans notre catalogue sur Saint-Picure. Alors, je te propose, Laurence, de passer aux questions. Oui. Voilà, je vais te les lire. Et puis, si jamais les gens de l'audience ont encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Voilà, on va prendre probablement encore 10-15 minutes maximum pour y répondre. Et puis, si jamais voilà, il y a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, eh bien, on verra ce qu'on fera. Peut-être que ce sera Laurence qui vous répondra. Alors, je vais prendre d'abord les questions par l'ordre. Alors, donne-moi juste une petite seconde. Alors, je crois que la première question, c'est celle de Irène. Alors, je ne sais plus exactement par rapport à quel slide la question a été posée, mais donc je vais lire la question qui est: y a-t-il des cellules insulinodépendantes? Existe-t-il un autre type de diabète de type 3? En interrogation. Voilà. Alors, il y a deux questions là-dedans. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a des cellules qui sont insulinodépendantes, comme je l'ai expliqué. En fait, elles sont insulinodépendantes parce que elles font rentrer le glucose via ce qu'on appelle le GLUT4, donc ce fameux récepteur GLUT4. Et donc ça, c'est principalement le foie et les muscles. Donc ça, ce sont des cellules insulinodépendantes. Par contre, il y en a aussi les cellules adipeuses, donc les cellules graisseuses qui, comme on l'a vu, sont notre réserve en fait de glycogène, donc de glucose. Par contre, on sait que notre cerveau, il a besoin de glucose de manière très importante et de manière très, très régulière. Donc, c'est un organe qui ne peut pas se passer de glucose, donc s'il ne peut pas dépendre de l'insuline. Donc, typiquement, les cellules neuronales, elles ne sont pas insulinodépendantes parce qu'elles font rentrer le glucose dans les cellules, donc dans les neurones, via des récepteurs qu'on appelle GLUT1 et GLUT3 qui ne sont pas insulinodépendants. Donc ça, c'est la première partie de la question. La deuxième concerne le diabète de type 3. Alors, je n'en ai pas parlé parce qu'en fait, il faut savoir que ce n'est pas encore communément admis. C'est-à-dire que le diabète de type 3 n'est pas reconnu comme une maladie, donc n'est pas reconnu comme un diagnostic médical, en tout cas à l'heure actuelle. Alors, de quoi il s'agit? C'est un lien qu'on établit entre l'insulino-résistance et la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a des études qui montrent qu'en fait, justement, on peut avoir une résistance à l'insuline ou une mauvaise utilisation du glucose dans le cerveau qui va créer, alors je vais pas faire tout un cours, mais donc qui va en fait créer un état inflammatoire, et cet état inflammatoire peut en fait être un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, on parle du diabète de type 3, enfin, ou d'Alzheimer comme un diabète du cerveau. Mais donc là, au niveau scientifique, ou en tout cas au niveau médical, c'est pas encore clairement établi. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci pour Irène. Je passe maintenant à la question de Sophie. Peut-on suggérer du chrome à une personne sous traitement de metformine? Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Oui. Entre parenthèses, diabète T2. Voilà. Donc, effectivement, la metformine est un médicament que l'on prescrit souvent pour les personnes qui ont un diabète de type 2 pour diminuer le taux de glucose dans le sang. Et notamment, comment ça fonctionne? C'est que ça diminue la production de glucose via notre foie. Et donc, en fait, le chrome, lui, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va potentialiser l'effet de l'insuline. Donc, c'est deux mécanismes qui ne sont pas les mêmes, qui sont complémentaires.
Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de risques de créer une hypoglycémie parce que, en fait, on parle de trop de glucose, donc d'hyperglycémie qui est dangereux, mais l'hypoglycémie, ça peut nous faire tomber dans le coma. Donc, on peut pas être en hypoglycémie non plus. Mais donc, moi, je recommande toujours dans ce cas-là, donc quand on prend un médicament, d'avoir un avis médical ou en tout cas d'un professionnel de la santé pour évidemment ne pas faire de bêtises. Merci pour cette réponse également. Alors, de nouveau, s'il y a des questions sur lesquelles tu ne sais pas répondre ou qu'il y a des questions qui sont hors sujet, n'hésite pas à me le dire, Oui. Laurence. Là, je lis la question suivante, et que de Christine. Quel type de cannelle, j'imagine, Ceylan ou de Chine? Voilà. Alors, la cannelle de Ceylan est en général recommandée parce qu'elle est moins hépatotoxique. Donc, la cannelle le cannelle de Chine contient une molécule chimique ou un ensemble de molécules chimiques qu'on appelle les coumarines et qui peuvent avoir des effets pas trop sympathiques, ou des effets secondaires sur le foie. Donc, effectivement, dans notre produit Sweet Control, c'est bien de la cannelle de Ceylan, donc Cinnamon verum, que l'on retrouve. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est une cannelle qui contient beaucoup de polyphénols, parce que ce sont les polyphénols de la cannelle qui vont avoir un effet positif sur le contrôle de la glycémie. Super, et désolé pour ma prononciation. Je ne sais pas toujours comment se prononcent certaines choses. Question de Irène. Peut-on donner du Sweet Control à des personnes prenant des anticoagulants? Alors, oui, on peut, mais à nouveau avec un suivi médical, un suivi par un professionnel de la santé. Encore une fois, quand on prend des médicaments, on est toujours, on ne joue pas aux apprentis sorciers et on est suivi de manière sérieuse. Je pense que c'est bien de rappeler. Oui, tout à fait. Voilà, je pense que réellement, c'est vraiment le conseil le plus important. C'est qu'à partir du moment où on a un problème de santé, que ce soit au niveau diabète ou tout autre, et qu'on veut prendre des compléments alimentaires, il faut évidemment ne pas faire ça sans se renseigner, sans aller voir un thérapeute ou un médecin. C'est vraiment un conseil très, très important. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je passe à la question de Christos, qui nous demande, y a-t-il un risque de surdosage de zinc ou de vitamine B? Alors, les vitamines B, il y a très peu de chances parce qu'en fait, on peut monter jusqu'à 50 fois les apports recommandés. Donc, la plupart de la population est plutôt en carence de vitamine B qu'en surdosage. Donc, il y a très peu de chances. Donc, voilà, pour moi, c'est un risque vraiment minime, surtout que, en tout cas, pour les produits BeLife, on reste dans des apports par gélule qui vraiment restent par rapport à ce qui est recommandé en fait au niveau de l'EFSA ou au niveau du SPF santé en Belgique. Par contre, c'est clair que pour le zinc, il faut être un peu plus attentif et donc effectivement ne pas cumuler des compléments alimentaires qui contiendraient chacun, je sais pas moi, on prend 4 compléments alimentaires différents qui contiennent chacun du zinc. Ben là, il faut commencer à faire attention parce que la dose maximale qui est quelque part recommandée ou autorisée, c'est 40 mg, alors que la dose recommandée journellement, c'est 10 mg. Donc, en général, quand vous allez prendre une gélule qui contient du zinc, on est aux alentours de 8 à 10 mg de zinc par gélule. Donc, c'est sûr que si vous avez 4 compléments qui contiennent du zinc à 10 mg, ben, voilà. Et en plus de ça, trop de zinc, c'est pas bon non plus. Donc, il faut être attentif quand on est thérapeute, effectivement, de ne pas recommander 3 ou 4 produits qui contiennent chacun du zinc. Un produit qui contient du zinc à 100% des apports recommandés, c'est très bien. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que sur SimpliCure, vous avez un outil qui vous permet de voir justement si on ne dépasse pas ces dosages en combilant justement des compléments, ce qui est assez utile pour éviter ce genre de problème. Et je te remercie, Laurence, pour la réponse à ta question, à la question de Christos, qui nous pose une deuxième question. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur dans le mot ou quoi. Donc, il nous demande pour oméga 3 indice Totox. Je ne sais pas si c'est le bon mot, si c'est toxicité ou autre. C'est le bon mot. Alors, je vais expliquer ce que c'est que l'indice Totox pour les personnes qui ne connaissent pas. En fait, tous les corps gras qui sont ce qu'on appelle insaturés peuvent s'oxyder. Donc, c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont exposés à l'air,
qui sont où la température augmente ou bien l'humidité augmente. Donc, c'est vraiment des facteurs environnementaux qui vont jouer sur cette oxydation donc des corps gras. Et quand les corps gras sont trop oxydés, ils sont toxiques. Donc, on mesure ça comment? On mesure ça par un indice Totox, qui est en fait une mesure qu'on peut faire en laboratoire et qu'on fait chez nous en interne. Et donc, en général, toutes les huiles qu'on achète, les huiles, donc par exemple les oméga 3 qu'on va acheter chez nos fournisseurs, à moins d'avoir un fournisseur qui est vraiment un bandit, on a des indices Totox, un taux d'oxydation qui est assez faible et qui est aux alentours de 10 à 15. Donc quand on achète l'huile, d'accord? Donc nous, on a effectivement un fournisseur d'oméga 3 qui nous garantit un taux Totox inférieur à 10. Donc c'est dans nos fiches techniques, quand on commence à encapsuler, on a un indice Totox de 10. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça, c'est ce que la plupart des laboratoires donnent, c'est-à-dire l'indice Totox de base. Mais si on encapsule mal les huiles, si on les laisse traîner, si on n'a pas un pot qui est convenable, si on les laisse traîner à la chaleur, donc s'il y a toute la chaîne finalement de production qui n'est pas au top, bien en fait l'oxydation va augmenter et le consommateur final, lui, il va pas avoir une huile avec un indice Totox de 10, mais un indice Totox de 100, de 200 ou de 300. Donc, moi, dans mon ancien métier, donc comme l'a dit Perrine au début, j'ai travaillé à l'UNIF et un des sujets sur lesquels je travaillais, c'était justement sur les lipides. Donc, ce problème d'oxydation des lipides, je le connais très, très bien. Et donc, en fait, ici, on a mis en routine au laboratoire un contrôle tous les 4 mois de tous nos lots d'oméga 3 pour ne pas dépasser une valeur qui est communément admise dans le monde des oméga 3, c'est-à-dire une valeur d'indice Totox de 26. Donc, quand on a une valeur de 26, on est encore bon, mais si on monte de trop, là, on n'est plus bon. Et donc, nous, on garantit que nos huiles, donc, qui ont en général une date limite d'utilisation de 2 ans, eh bien, au bout des 2 ans, on a toujours un indice Totox qui est inférieur ou égal à 26. Et ça, c'est vraiment contrôlé donc en interne. On fait aussi des contrôles en externe pour être sûr qu'on n'a pas de problème de mesure. Et pour arriver à ça, eh bien, si vous regardez la composition sur l'étiquette de nos oméga 3, eh bien, on met des antioxydants à des dosages bien précis, parce que si on n'en met pas assez ou si on en met de trop, on peut induire ce phénomène d'oxydation, donc on peut amplifier ce phénomène d'oxydation. Et donc voilà, donc moi je suis absolument fière de la qualité de nos oméga 3 et ce tout au long de la vie de notre produit. Et je peux vous assurer, et je ne vais pas citer de nom, mais je peux vous assurer qu'on a fait des études comparatives et c'est pas comme ça pour tous les oméga 3 qui se retrouvent sur le marché, tant en Belgique qu'en France. Merci beaucoup, Laurence, pour ta réponse très complète. J'en profite pour répondre aussi à une question qui est plutôt alors sur le webinaire. On nous pose souvent la question du replay, donc je vous confirme, Aurélie et tout le monde, le replay ici de la conférence sera bien sur l'Académie Saint-Picure. Donc, de nouveau, pour les gens qui n'ont pas de compte Saint-Picure, il suffit de créer un compte ou si vous en avez un, de vous connecter. Et donc, le replay ici sera accessible juste après la conférence avec Laurence, pas d'inquiétude. Alors, je pose la dernière question de Mégane, Laurence, qui est, donc Mégane nous dit, dans le cas d'une alimentation cétogène, le cerveau n'utilise plus le glucose, mais les corps cétoniques. J'ai suivi cette alimentation pendant 18 mois stricts, avec disparition de ma résistance à l'insuline et une amélioration globale de ma santé générale. Que pensez-vous de cette alimentation? Merci. Alors, c'est effectivement un moyen c'est un moyen de diminuer les risques, par exemple, d'exposition au syndrome métabolique. Et je pense que vraiment, les gens qui sont à risque, c'est une très bonne option. Voilà. Le problème qu'il y a avec cette alimentation-là, c'est que ça peut pas être. En fait, notre corps a quand même besoin de glucides, et donc c'est très bien de le faire effectivement pendant 1 an. Le temps qu'il faut effectivement, quelque part pour que cette accumulation de corps gras, donc de cellules adipeuses, etc., qui créent cet état inflammatoire et donc qui sont vraiment propices. Cet état inflammatoire est un risque pour le syndrome métabolique, mais c'est aussi un risque pour des maladies type cancer, etc. Donc, c'est vraiment, ou des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment l'inflammation de base est vraiment ce qu'il faut arriver à contrôler et à faire disparaître au mieux. Donc, le régime cétogène est un des moyens d'y arriver. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'études actuellement qui montrent que sur le long terme, c'est-à-dire au-delà d'1 an ou 1 an et demi, comme cette dame a fait, vraiment, je pense qu'il peut y avoir des risques. Et donc,
à nouveau, en tout cas, quand j'ai suivi mes études au Cerden, très clairement, voilà, c'était OK, mais de nouveau, c'est l'excès qui nuit en tout. Et il faut pas oublier qu'on a un métabolisme de base qui a besoin de glucides. Donc, encore une fois, d'abord, on n'est pas tous pareils, etc. Mais quand on fait un régime cétogène, par pitié, faites-vous suivre par un thérapeute qui peut effectivement voir qu'il n'y ait pas d'effet secondaire à ça. Et surtout, faites-le dans une durée limitée dans le temps. Enfin, voilà, ça, c'est mon conseil. Après, s'il y a d'autres personnes qui ont testé d'autres choses, moi, je ne suis fermée à rien. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis quelqu'un qui est pour la voie du milieu. Et donc, quand on n'a pas trop de... Pour moi, un régime, c'est quelque chose que l'on fait, quel qu'il soit, que l'on fait de manière encadré de manière raisonnable et raisonnée et avec un suivi thérapeutique. Merci Laurence pour ta réponse. Je vois aussi des questions dans le chat qui sont sur un autre sujet, qui sont du coup sur les slides encore. Donc, je confirme que, pardon, en plus du replay, les slides seront également disponibles. Je vais juste demander à Laurence de me les envoyer, mais nous les fournirons. Et par rapport à la question de Christine sur est-ce que les produits BeLife sont vendus en Suisse, alors ce que je peux préciser, c'est que, en tout cas, si vous commandez les produits BeLife à travers Saint-Piqûre, la livraison se fait partout dans le monde. Voilà, on utilise des différents points relais, donc on livre vraiment partout. Alors, si vous êtes plus loin, ça prend plus de temps, mais la Suisse n'est pas très loin de notre entrepôt, donc il n'y aura pas de souci. J'espère que ces questions sont éclaircies. Je pose la question d'Aurélie. Maintenant, pour toi, Laurence, peut-on définir le syndrome métabolique précisément? Ah ben ça, c'est dans les premières slides. Donc, j'ai défini 5 critères qui sont, alors je ne les connais pas par cœur, mais donc c'est une glycémie qui est au-delà de 100, c'est des triglycérides, des taux de triglycérides qui sont trop élevés, c'est un tour de taille qui dépasse, je vous jure, je ne les connais pas par cœur, donc voilà, j'ai plein de choses en ma tête, mais voilà, si vous voyez le replay, donc vous aurez dans les deuxième ou la troisième slide, ces 5 critères. Et donc, le syndrome métabolique est défini par l'existence de 3 de ces critères. Donc, si vous avez un tour de taille, donc si vous êtes en état d'obésité, si vous avez des triglycérides qui sont trop élevés et par exemple un taux de cholestérol LDL qui est trop élevé, ben, vous êtes dans les critères de la définition du syndrome métabolique. Tout à fait. Merci Laurence pour ce rappel. Et en effet, il est possible que certaines personnes arrivent plus tard, et donc forcément, on n'a pas vu tout le webinaire. Je pense que c'était le cas d'Aurélie. Voilà. Il y a des gens qui te félicitent pour la présentation. C'est très clair et qui te remercient déjà pour ta réponse. On va tout doucement terminer, mais peut-être prendre encore une ou deux questions. Il y a une question de Laurence qui est: pourquoi le complément alimentaire en curcuma est interdit pour les moins de 18 ans? C'est réglementaire. Donc, c'est la réglementation européenne et belge qui interdit la consommation du curcuma aux moins de 18 ans. Donc, ça doit apparaître sur nos étiquettes. Très clair. Très clair. Je pense que j'ai posé toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Laurence, est-ce qu'éventuellement, si les gens ont encore des questions plus tard ou quoi aussi, parce que parfois on reçoit des questions après les webinaires, est-ce que je peux te les envoyer? Oui, tout à fait. Je te les renverrai à ce moment-là et donc c'est toi qui géreras, j'imagine, Bien sûr, le transfert des réponses. Oui, pas de souci. Voilà, donc je vais juste terminer en disant à tous les participants, voilà, vous allez recevoir donc le replay, les slides, je le rappelle, un mail qui vous indiquera où les trouver. Et si jamais vous avez encore des questions pour Laurence ou pour BeLife, n'hésitez pas à les donner en réponse de ces mails et je les transmettrai alors à Laurence si nécessaire. On reçoit encore plein de merci. Voilà, mais je propose de tout doucement clôturer. Merci beaucoup à Laurence pour sa présence. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et je vous dis à très bientôt à tous pour de prochains webinaires avec Saint-Piqûre. Merci beaucoup, Kylian. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir.